Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de l'AF3M consacrée à l'activité physique adaptée et au myélome. Donc, pour les nombreux habitués parmi vous des webconférences AF3M, il n'aura pas échappé qu'il y a un nouveau visage sur scène aux côtés des intervenants. Donc, c'est le mien. Donc, c'est une bonne occasion pour moi de me présenter auprès de vous tous. Je m'appelle Alexandre et je suis chef de projet digitaux chez HB Motion, qui est en charge de l'organisation des webconférences de l'AF3M. Et c'est ce qui me conduit tout naturellement à avoir la chance d'être aujourd'hui devant vous pour une expérience qui, je l'espère, sera amenée à se renouveler tout au long de l'année 2021. Donc là, l'événement vient d'être lancé. Je vois qu'il y a déjà 133 participants connectés. Il y en a d'autres qui vont certainement arriver. Donc je vous propose, en attendant, de faire un point d'environ 2 minutes sur l'utilisation de la plateforme afin que cet événement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc commençons tout de suite. Vous remarquerez que votre écran est divisé en deux parties bien distinctes. À votre gauche, sur fond noir, apparaissent les diapositives ainsi que les vidéos des différents intervenants et donc moi-même. Et sur votre droite, vous constaterez un bandeau blanc. Dans la partie supérieure de celui-ci, vous pouvez apercevoir des inscriptions, donc chat, questions et sondages. C'est ce qu'on appelle des onglets. Il vous suffira de cliquer dessus pour les ouvrir en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Par exemple, l'onglet chat est dédié aux discussions. C'est donc ici que vous pourrez converser librement et entièrement anonymement entre participants, vous saluer, nous dire d'où vous êtes connectés. Je suppose que certains d'entre vous sont déjà en train de l'utiliser. Voilà, bonjour à tous. Je vois que oui, vous êtes rompus à cet exercice. À côté de cet onglet se trouve l'onglet questions. Lorsque vous souhaiterez poser une question aux intervenants, je vous demanderai de bien vouloir utiliser cet onglet questions qui est entièrement consacré pour ne pas encombrer le chat et que vos questions puissent être soumises à l'oral plus facilement. Enfin, dans cette webconférence, 3 sondages vous seront proposés. Donc la même démarche, il vous suffira de cliquer sur l'onglet dans le bandeau blanc en haut, sur l'onglet sondage, pour tout simplement répondre aux questions qui vous seront soumises. Donc voilà, on a commencé à faire le tour. Il y a un petit peu plus de participants connectés, ça n'arrête pas de grimper. Donc je pense que le moment est venu de laisser la parole à Monsieur Taureau, qui est le modérateur de cette webconférence, et de vous souhaiter tout simplement une bonne webconférence avec la F3M. À vous, Monsieur Taureau. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à cette première webconférence de l'année 2021 de la F3M, donc, que nous avons souhaité faire sur l'activité physique adaptée pour les malades du myélome. Et donc, nous avons avec nous le docteur Sontag de l'ICANS de Strasbourg, que nous avons sollicité parce qu'elle est très impliquée dans ce genre de programme. Et nous avons avec nous également Thibaut Kuhn qui vous présentera tout à l'heure ce que lui propose pour les malades du myélome. Voilà. Donc, il fera part de son expérience. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Sontag qui va vous faire une présentation. Donc, ça va se passer de la façon suivante. Nous allons, donc, le docteur Sontag va faire une présentation, va expliquer pourquoi l'activité physique adaptée est intéressante pour les malades du myélome. Thibaut Kuhn nous fera part de son expérience. Et puis après, vous pourrez poser des questions. Alors, les questions que vous poserez dans l'onglet questions, moi, je les redirai pour que tout le monde puisse en profiter. Et nous profiterons des réponses. Voilà. À vous, docteur Sontag. Merci beaucoup, Monsieur Taureau. Donc, sans plus attendre, alors ça, c'est déjà fait. Je vais d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Sontag. Je suis praticien hospitalier à Strasbourg, à l'hôpital de l'ICANS, qui fait partie du CHU de Strasbourg. Et je m'occupe plus particulièrement du myélome. Monsieur Taureau, que vous venez d'entendre, qui est vice-président de la F3M, et Thibaut Kuhn, qui est professionnel de l'activité physique adaptée et qui vous montrera que même une activité physique adaptée qu'on penserait être contre-indiquée pour le myélome, si on l'adapte, c'est possible. Donc, le programme, c'est effectivement vous parler un peu myélome et activité physique. Vous faites partie d'une population qu'on a longtemps contre-indiquée à toute activité physique, et pourtant, on se rend compte au fur et à mesure qu'au contraire, il faut vous inciter, il faut vous encourager, sans bien évidemment vous mettre en danger. La seconde partie sera présentée par Thibaut, et puis ensuite, on essaiera que ce soit
interactif et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, pour ma première partie, on va commencer tout de suite par un petit sondage, tout simple, pour essayer de mieux vous connaître. La question posée est: combien d'entre vous font une activité physique adaptée régulière? On entend par là toute activité physique qui est faite dans un but, pas simplement pour se déplacer, mais disons, quels sont ceux d'entre vous qui font une activité physique adaptée régulière? Donc là, je pense qu'il faut que vous cliquiez sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre. Et on vous donnera les résultats à la fin. À la fin. Ok, donc moi, je vais continuer maintenant qu'on a commencé ce petit sondage. Alors, pour vous donner les résultats, en fait, on va partir des données qui ont été collectées par l'AF3M. Donc, votre association, elle a collecté des données chez de nombreux patients en 2019, 386. Et le but était de poser une question et de s'intéresser justement à l'activité physique. Alors, il y a eu d'autres thèmes qui ont été abordés, mais là, on va reprendre un petit peu les éléments qui concernaient l'activité physique. Donc, quand on a posé la question de l'activité physique pratiquée par les patients qui faisaient du myélome, qui avaient un myélome, pardon, l'activité physique la plus réalisée, eh bien, c'est la marche et la randonnée. Donc ça, c'est plus de 30%, presque 40% des patients atteints de myélome qui répondaient faire régulièrement une activité physique adaptée à type de marche et de randonnée. 21% d'entre vous ont répondu faire une activité physique plutôt domestique du quotidien, mais sans une activité physique spécifique. Et puis après, on a plein d'activités physiques qui ont été détaillées, que ce soit de la gymnastique douce, du cyclisme, de l'activité détente type jardinage, de la gymnastique, de la natation. Vous voyez que c'est relativement varié, mais avec quand même des pourcentages assez faibles. La moyenne d'activités pratiquées par les patients était en moyenne de 3. Et on voit qu'il y a une différence entre un patient qui est en cours de traitement et les patients qui sont en rémission et sans traitement. On a effectivement 2,9 activités qui sont réalisées chez les patients qui sont en cours de traitement, et chez les patients qui sont en rémission et qui n'ont plus de traitement, on monte à 3,4. Moi, en voyant ça, je me disais, bon, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'effectivement, c'est le reflet d'une crainte de façon générale à réaliser une activité physique adaptée régulière. Quelles sont les motivations que les patients ont à pratiquer une activité physique? Eh bien, à plus de 80%, il y a une conscience que faire une activité physique, ça permet de rester en bonne forme physique. Ça permet aussi de se sentir mieux moralement. C'est pour certains d'entre vous un plaisir, parce que l'activité physique fait partie des activités qui amènent du bien-être. 34% d'entre vous sont persuadés aussi que ça augmente les chances de guérir, que ça atténue les effets secondaires du myélome, que ça accélère le retour à la vie normale et que ça diminue les risques de myélome chez 30% d'entre vous. Donc, on a un peu une discordance entre l'activité physique réalisée et finalement ce que pensent les gens qui font de l'activité physique, en disant quand même que plus d'un tiers d'entre eux sont persuadés que c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique à la prise en charge globale, que ça peut aussi réduire les douleurs et que ça permet aussi de faire du lien social, même si actuellement, dans les situations sanitaires, c'est toujours un petit peu difficile. Il n'y a que 8% pour lesquels la réponse suivre les conseils du médecin et de faire de l'activité physique. Donc ça veut dire que nous, les hématologues, on vous encourage probablement pas assez à faire de l'activité physique, puisqu'il n'y a que 8% pour lesquels la motivation, elle est induite par le médecin. On voit quand même que des motivations, elles sont là, plus quasiment 4 motivations citées par chacun des patients. Donc, je pense qu'il y a une véritable conscience que l'activité physique, elle est bénéfique, qu'on a envie d'en faire, mais après, il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peur, et puis probablement aussi des difficultés liées à la douleur elle-même, à la maladie elle-même, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Si on s'intéresse ensuite à l'impact, en comparant les patients qui pratiquent une activité physique et les patients qui ne pratiquent pas d'activité physique, on voit que le niveau de douleur, eh bien, il est bien plus important chez les patients qui ne pratiquent pas d'activité physique. Alors, c'est à double tranchant. Quand on a mal, on va moins bouger, mais aussi quand on bouge moins, eh bien, cette douleur, elle est là, et peut-être pour certains d'entre vous, elle peut être plus persistante.
Donc, je crois que le message par rapport à la douleur, c'est ne jamais forcer. En aucun cas, quelqu'un qui a mal, il faut lui dire « mais vas-y, bouge-toi, il faut bouger ». Donc, je crois que vraiment, il faut d'abord régler les problèmes de douleur, trouver le traitement antalgique adapté. Et une fois que les douleurs, elles ont été bien soulagées, on peut commencer une activité physique. Donc, il ne faut jamais forcer. Mais c'est vrai, et vous allez le voir, on peut en discuter ensemble, que clairement, l'inactivité et le fait de rester dans son fauteuil, ça n'aide pas les douleurs dans le myélome. Quand on regarde le niveau de fatigue, là aussi, chez les patients qui pratiquent une activité physique, la fatigue, elle est présente, comme beaucoup d'entre vous, patients qui ont un myélome, mais la note, elle est de 4,1 sur 10, alors qu'elle est presque 6 chez les patients qui ne pratiquent pas d'activité physique. Donc, clairement, c'est peut-être aussi le reflet de maladies plus agressives, de fatigue qui sont liées au traitement, possiblement, mais il y a aussi le fait que l'inactivité, elle entraîne de la fatigue qui persiste et surtout qui dure plus longtemps. Je continue. L'impact de l'activité physique sur d'autres choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Alors, la perte de la masse musculaire, ça, c'est quelque chose d'assez classique et je pense qu'il est relativement facile à comprendre. Ben, quand on bouge ou quand on bouge pas, oui, quand on bouge pas, on perd de la masse musculaire. Donc, les patients qui ne pratiquent aucune activité physique avaient une perte de la masse musculaire qui était bien plus importante que chez les patients qui pratiquent une activité physique. Et puis, il y a d'autres choses, comme la perte de goût. Alors ça, j'avoue que j'étais assez étonnée de voir ça. Sur les patients qui ne pratiquent pas d'activité physique, presque 40% ont une perte de goût. Après, c'est aussi, j'ai pas de goût, j'ai pas d'appétit, je mange pas. Comme je mange pas, je perds du muscle. Et puis c'est un cycle infernal qui ne m'aide pas à pouvoir avoir l'intention de bouger. La perte de poids, quand on ne pratique pas d'activité physique, pratiquement 40% des patients ont une perte de poids qui est présente, 71% pardon, ont une perte de poids qui est présente. La perte d'appétit, elle est aussi là chez les patients qui ne pratiquent pas d'activité physique. Donc, c'est quelque chose d'important. Quand on ne bouge pas, quand on ne sort pas, on a une perte de l'appétit qui est présente. Je continue. Quand on fait une activité physique modérée, donc ça représente à peu près 68% des répondants. Quand cette intensité de l'activité physique, elle est là, eh bien, on voit que l'activité physique, elle va être plus intense chez les patients qui peuvent le faire, en fait. Donc, quand la fréquence de l'activité physique, elle va nettement diminuer quand il y a le myélome. C'est-à-dire que des patients qui avaient une activité physique avant le myélome, pour certains, ils vont la garder, pour d'autres, ils vont diminuer parce qu'ils ont mal. Donc ça, c'est clair. Le myélome est un facteur qui vous a freiné à pratiquer une activité physique. Moi, parmi mes patients, j'en connais où ça a été l'inverse, qui ont découvert l'activité physique au cours de la prise en charge de leur myélome, mais c'est vrai que ça reste une minorité. Dans 9 cas sur 10, aucun d'entre vous n'a bénéficié d'un bilan d'évaluation. Donc ça, c'est un constat qui nous amène à peut-être à vous encourager à essayer de faire un bilan d'évaluation de votre possibilité d'activité physique. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place dans différentes villes, pas qu'à Strasbourg. Hein. Clairement, il y a de plus en plus de collaboration entre les services de rééducation fonctionnelle, entre les kinés et les services d'hématologie. Le but est d'essayer de faire le point. Alors, ça se fait de différentes manières. Ça se fait avec le cardiologue quand on veut une évaluation cardiovasculaire. Ça se fait avec les spécialistes de la rééducation fonctionnelle qui font, eux, souvent une évaluation très complète. Mais lorsqu'il n'y a pas de possibilité de le faire avec un spécialiste de la rééducation fonctionnelle, eh bien, faire une consultation cardiologique et aller voir un kinésithérapeute, ça peut tout à fait permettre de faire déjà un premier bilan et de pouvoir démarrer une activité physique adaptée. Parce que vous allez voir que le maître mot du message qu'on veut vous donner, c'est que dans l'activité physique, il faut rajouter un A. C'est-à-dire, il faut l'adapter. Et ça ne veut pas dire que vous allez sortir avec un casque, des bâtons et des chaussures de ski. Ce n'est pas le but. Mais franchement, adapter, ça veut dire ne pas forcer, mais vous encourager à faire quelque chose qui vous convient à vous. Alors, ça va être variable d'un patient à l'autre. Hein. Vous avez des patients pour lesquels l'activité physique adaptée, elle va être jusqu'à faire une activité physique assez intense. Et pour d'autres, ça va être simplement de se donner la peine de faire une marche régulière, de plus prendre la voiture pour aller faire des petits déplacements. Et c'est déjà beaucoup pour certains d'entre vous.
Donc, faire un bilan, c'est au moins faire un bilan cardiaque. Aller voir un kiné qui fait un check-up, c'est tout à fait quelque chose qui est faisable et qui est réalisable à la porte de chacun d'entre vous. Voilà. Après, là aussi, c'est le constat que malheureusement, votre activité, elle est souvent, vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul pour faire une activité physique parce que il y a pas de monde autour de vous qui vous aide, qui vous coach, qui vous encourage. Alors bien sûr, il y a l'entourage, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et pour beaucoup d'entre vous, l'entourage permet de pouvoir vous donner de l'énergie et le moral d'aller bouger, mais des professionnels et un encadrement physique, clairement c'est quelque chose que pour beaucoup vous n'avez pas, donc vous allez le faire tout seul. Le niveau de satisfaction vis-à-vis de l'activité physique adaptée, il est souvent quelque chose de plutôt positif. Hein, donc, vous dites que globalement, ça répond plutôt bien à vos attentes. Ça c'est quelque chose que je pense il faut qu'on arrive à développer petit à petit pour que les patients atteints de myélome ne soient plus la population qui est exclue de toute activité physique. Moi, quand j'ai commencé à m'occuper des patients atteints de myélome, c'est clairement l'image médicale qu'on en avait. C'est-à-dire, attention, le patient qui a un myélome, c'est un patient qui a une fragilité osseuse extrême. Il ne faut surtout pas qu'il bouge. Et finalement, c'est les patients eux-mêmes qui m'ont convaincu que c'était l'inverse. Il faut bouger, mais il faut bouger de façon sécuritaire. C'est-à-dire que si vous me dites je veux faire du parachute, je vais vous dire que c'est probablement pas le sport à faire, mais vous allez voir avec Thibaut que même une activité physique comme la boxe, où on penserait que franchement, s'il y a bien un truc à pas faire, c'est de la boxe, eh bien c'est faisable à condition de l'adapter. Voilà. Alors, si on s'intéresse aux patients qui, au contraire, ne pratiquent pas d'activité physique et qu'on se demande pourquoi, si on fait un focus sur les 76 patients qui disaient « moi, l'activité physique, c'est quelque chose que je ne peux pas », dans la grande majorité des patients, c'est quand même la fatigue, l'essoufflement, le gêne respiratoire et les douleurs qu'on peut tout à fait attribuer au myélome qui sont responsables. Donc, je crois que clairement, pour des patients qui ont mal, qui ont une douleur importante, le but n'est pas de se mettre comme challenge d'aller bouger. Il faut d'abord que la maladie soit contrôlée, que les douleurs soient calmées avant de pouvoir faire une activité physique adaptée. Mais après, vous avez aussi beaucoup de choses qui apparaissent qui sont du type de la peur, la crainte que ce soit pas compatible avec la maladie, la peur de tomber, la peur d'avoir une fracture, la difficulté à se déplacer, la difficulté à trouver des professionnels qui vont m'aider, le fait d'aller à l'hôpital, le fait d'avoir différentes douleurs, ça reste quand même des choses qui sont beaucoup de freins qui sont liés à la crainte et qui sont liés à la maladie en elle-même, qui au départ est quand même pour beaucoup d'entre vous un long parcours complexe et qui laisse souvent des traces à type de peur. Les raisons personnelles, c'est clair que le manque de courage, d'enthousiasme, il est tout à fait compréhensible pour beaucoup de patients atteints de myélome. J'ai pas envie, j'ai envie de me reposer, ça c'est clair. Et puis vous voyez aussi que l'envie d'être avec du monde, c'est quelque chose qui est important. C'est plus facile d'aller bouger quand on peut être accompagné. Vous n'avez que 12% des patients qui pourtant ne pratiquent pas d'activité physique qui vous disent « j'ai jamais aimé le sport ». Donc finalement, c'est peu. Le manque de temps, ça représente que 5%. Et les obligations familiales que 5% aussi. Il y a aussi des raisons logistiques qui sont peu importantes. Tout le monde a la capacité de faire de l'activité physique si on en croit ces chiffres, puisque moins de 10% disent que c'est l'éloignement des structures ou l'absence de véhicules. 12% disent que c'est des problèmes financiers et le manque d'information, c'est 12%. Donc finalement, il y a une connaissance que c'est quelque chose d'extrêmement favorable. Il y a une envie de faire qui est là, il y a beaucoup de peur et puis il y a un manque d'encouragement quand même de façon globale probablement aussi par les professionnels du soin. Il faut qu'on arrive à penser, à remettre ça dans notre parcours de soins de nos patients. Donc ensuite, quand on regarde un petit peu si les patients ils ont posé la question à leur médecin, vous voyez que globalement, c'est une question qui est quand même venue dans la consultation, puisque 52% des patients disent avoir recherché de l'information à l'activité physique auprès de l'hématologue ou du médecin traitant ou sur Internet. Donc c'est quand même quelque chose de, je pense, qui questionne les patients et je pense que c'est une très bonne chose et il faut que vous harceliez vos médecins par rapport à l'activité physique une fois que vous vous en sentez capable.
Le but n'est pas que ce soit l'hématologue ou le médecin traitant qui vous donne les clés en main, mais par contre, oui, pour qu'il vous encourage, qu'il vous conseille aussi sur les différentes structures, qu'il vous propose aussi via les associations de patients et notamment la F3M des possibilités, des échanges avec d'autres patients. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait favorable. Et chaque ville, chaque région a ses possibilités propres, en fait. On le voit assez bien en discutant entre collègues. Dans quasiment l'ensemble des hôpitaux de France, il y a des capacités de prendre en charge des patients qui souhaitent faire une activité physique adaptée. Ça peut très bien aussi ne pas se faire à l'hôpital. Et moi, je trouve que de plus en plus se développe, alors notamment à cause du confinement, probablement, mais des possibilités de faire ça à proximité de chez soi, avec le kinésithérapeute, ou par vidéo, même si on n'a pas le caractère social. D'un point de vue sécurité sanitaire, c'est quelque chose qui, là, est extrêmement safe, mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien. Donc, de pouvoir se rencontrer en petits groupes et faire une activité physique ou faire des consultations avec un professionnel de santé qui vous guide pour faire une activité physique. Le but n'est pas de vous encourager à faire des activités physiques longues et pénibles et compliquées qui vous mettent en danger, mais le but est vraiment de vous encourager à faire une activité physique adaptée régulière. C'est-à-dire qu'il faut se dire que 20 minutes par jour, c'est déjà énorme. Et 20 minutes par jour, on arrive à le caser dans un emploi du temps. On arrive à se dire, je prends du temps pour moi, là, pendant 20 minutes, pour aller bouger, pour aller m'aérer, pour aller prendre du temps pour moi qui va me faire du bien et qui va me redresser, me sentir plus en forme. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut faire régulièrement 3 à 4 fois par semaine. Voilà. Après, il y a le sport par ordonnance. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Donc, la moitié d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est possible de faire du sport sur ordonnance, de vous faire des ordonnances de sport sur ordonnance. Alors après, les structures sont plus ou moins développées dans certaines villes. Il y a des salles de sport qui s'ouvrent pour du sport sans ordonnance. Après, il y a toujours le questionnement de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une ordonnance de sport sur ordonnance. Plus on va connaître le professionnel, plus on va savoir où est-ce qu'on adresse nos patients, plus on va être rassuré par la prise en charge qui est derrière. Donc, je crois que c'est vraiment du dialogue qu'il faut mettre entre le médecin traitant et le patient, ou l'hématologue et le patient, entre celui qui vous paraît le plus intéressé par l'activité physique. Hein. Parfois, c'est les généralistes qui vont être bien plus à l'aise à vous parler de ça parce qu'ils ont des correspondants sur place qui peuvent tout à fait vous encourager et vers lesquels ils peuvent vous adresser. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se développe et qui, avec le confinement, est vraiment quelque chose de nécessaire pour que ni les uns ni les autres, nous ne perdions la boule enfermée dans nos pièces, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va continuer avec un petit sondage. Est-ce que, pour voir un peu le chiffre, est-ce que vous avez discuté activité physique avec votre médecin, que ce soit votre hématologue ou votre médecin généraliste? Donc là, je vous laisse appuyer sur le petit onglet sondage et répondre à la question est-ce que vous avez discuté une activité physique adaptée avec votre médecin? Est-ce que c'est déjà une question que vous avez posée au cours d'une consultation? Et donc, on vous donnera les réponses du sondage à la fin. Voilà. Alors, je vous ai maintenant présenté des données sur l'étude qui avait été faite par la F3M. Là, je vais vous présenter plus mes convictions de médecins hématologues qui voient des patients atteints de myélome. Quand on parle d'activité physique chez un patient atteint de myélome, il est certain que les douleurs liées à l'atteinte osseuse sont un frein qui est important. L'autre frein, c'est la neuropathie, qui est souvent secondaire au traitement et qui est aggravée par les traitements. Et c'est souvent quelque chose qui rend les choses difficiles. Parce que quand on a une neuropathie, on a des difficultés à sentir le sol sous ses pieds et du coup, on a peur de tomber. Donc, c'est un des freins également. La fatigue et l'anxiété sont finalement les freins les plus directement impactants, en fait, les patients. Et le myélome est souvent considéré à tort comme une contre-indication absolue à toute activité physique. Comme je vous le disais au début, c'est quelque chose que moi, on m'a enseigné au début. Et c'est les patients qui m'ont convaincu de l'inverse.
c'est au début des patients sportifs qui m'ont dit, moi, c'est impossible que je ne refasse pas d'activité physique. Donc, c'était il y a longtemps maintenant. Et je me dis, bah oui, après tout, pourquoi pas? Enfin, il marche, il va bien, je vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas faire d'activité physique. C'est en rencontrant des professionnels de rééducation fonctionnelle à qui j'ai adressé mes patients et qui m'ont montré qu'un patient atteint de myélome, certes, il a une fragilité osseuse, mais une fois que la maladie, elle est contrôlée, une fois qu'on est en traitement d'entretien, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir lui proposer une activité physique à condition qu'elle soit adaptée. Adaptée voulant dire peu d'impact et pas de port de charge lourde. Si on enlève ces deux facteurs qui sont des facteurs embêtants et qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas de risque de chute qui soit majoré, moi, la quasi-totalité de mes patients, quand ils font un accident osseux, que ce soit une fracture ou que ce soit un tassement, c'est jamais en faisant une activité physique, c'est en tombant parce que on loupe une marche dans l'escalier ou qu'on se prend les pieds dans un tapis, mais c'est pas en faisant de l'activité physique adaptée, d'autant plus que quand vous faites de l'activité physique adaptée, vous êtes souvent extrêmement attentif à votre équilibre, extrêmement attentif au fait qu'il faut bien s'équiper. Si on a une neuropathie, on a tout intérêt à prendre des bâtons de marche, par exemple, pour aller faire de la marche nordique. Si on n'a pas de neuropathie et qu'on veut faire du vélo, là aussi, on va faire attention à pas tomber. Quand il fait froid, quand il pleut, quand ça glisse, on va faire du vélo d'appartement, mais c'est tout à fait faisable. Alors là, ça c'est un article qui m'a intéressé, qui est paru il y a vraiment très peu de temps, moins d'une année, sur l'influence du système immunitaire et comment l'exercice est capable de changer le panorama du système immunitaire. Alors malheureusement, c'est en anglais et je pense que c'est un peu petit, mais on voit, c'est vraiment une étude qui a été faite à la fois sur les patients qui ont des hémopathies, qu'elles soient lymphome, myélome, leucémie, et sur le potentiel de l'exercice physique. Clairement, dans cet article, il n'était jamais dit qu'il fallait remplacer tous nos traitements par de l'activité physique, on est bien d'accord. Mais que quand on fait de l'activité physique, le bien-être qu'on ressent, c'est pas juste psychologique, c'est quelque chose de véritablement montré. Et quand vous voyez des sportifs qui font une activité physique régulière, c'est assez fréquent de vous dire, non, ils tombent moins malades que les autres, que quelqu'un qui va rester dans le canapé à manger des chips. Et c'est vrai qu'en faisant de l'activité physique régulière, on stimule notre capacité, notre système immunitaire à se défendre. Et ça, c'est quelque chose que les scientifiques ont pu montrer. Et c'est un argument qui doit là aussi vous encourager à reprendre une activité physique dès que vous en sentez capable. Voilà, donc moi j'ai fini pour ma part, j'espère vous avoir convaincu et j'ai hâte de répondre à vos questions qui j'espère seront nombreuses. Je vais maintenant passer la parole à Thibaut Kuhn pour vous parler activité physique et exemples concrets. À toi. Merci Cécile. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir participer à ce visio. Donc pour me présenter très brièvement, je suis coordinateur APA, donc activité physique adaptée. C'est un métier qui consiste à développer des programmes d'activité physique et les adapter à des pathologies spécifiques, comme le myélome par exemple, avec toujours pour objectif d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc, de ce fait, moi, je pensais que c'était intéressant de vous montrer un exemple concret de comment on peut entrevoir de l'activité physique quand on a un myélome. Donc, pour l'information, moi, ça fait 5 ans que j'évolue dans les services hématologiques, notamment celui de Cécile, et j'ai pu me familiariser avec la pathologie myélome. Et j'espère pouvoir vous convaincre des bienfaits de cette activité. Alors, les points qu'on va aborder tout d'abord, c'est les mécanismes de déconditionnement qui vont être induits par le parcours de soins. On va ensuite s'intéresser à l'activité physique adaptée et voir comment on peut tirer des plus-values pour contrer ces mécanismes. Et enfin, on va observer nos modes d'action, ce qu'on développe à Strasbourg depuis maintenant plusieurs années. Alors, au niveau du déconditionnement physique et du parcours de soins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 versants qu'on va retrouver systématiquement. Le premier, c'est le déconditionnement physique. Il va être induit par la maladie, par l'hospitalisation, par les effets secondaires liés au traitement. Alors, quand on est malade, forcément, on est moins résistant à l'effort. L'hospitalisation va avoir un lien et un impact sur votre mobilité, puisque quand on est hospitalisé, forcément, on est moins mobile. On va perdre du muscle. On y reviendra sur la prochaine slide. Et enfin, les effets secondaires liés au traitement vont clairement jouer dans la fatigabilité du patient. Au niveau psychologique, on peut voir un déconditionnement dès l'annonce de la maladie. Ça va être synonyme d'anxiété. Au niveau des effets secondaires,
on va avoir un impact sur l'image du corps, donc ça peut être la perte des cheveux, ça peut être la perte de poids, d'autres choses. Et au niveau social, on a également un déconditionnement dans la mesure où on est sur une pathologie qui touche les deux sexes, différents âges. Donc, on peut passer d'un étudiant, d'un entrepreneur, d'un salarié, d'un sportif, de quelqu'un qui est retraité, à un statut du malade. Et tout ça, ça a une conséquence, c'est que souvent, ça mène à l'isolement social de la personne. Donc, si vous voulez, quand on voit ce processus et ces mécanismes, nous, ce qu'on essaie d'éviter un maximum, c'est que de déclencher, si vous voulez, un cycle de sédentarité. On sait que si on ne fait rien, si on n'interagit pas sur ces trois versants, on a très forte chance pour le patient de tomber dans ce cycle. Et la sédentarité, c'est souvent synonyme de pathologies chroniques qui vont être associées. Je fais référence au diabète, à l'asthme, à l'obésité. Et vous pensez bien que ce qu'on cherche à éviter, c'est de développer ces pathologies associées qui vont complexifier le parcours de soins. Donc, on va voir durant cette présentation que par le biais de l'activité physique, on peut clairement interagir et atténuer ces effets. Alors, au niveau du déconditionnement physique, forcément, ça nous intéresse. Qui dit activité physique adaptée, on va voir là également qu'on a trois facteurs qui reviennent systématiquement. Tout d'abord, on a la perte de masse musculaire. J'évoquais avant le fait d'être moins mobile. Forcément, une personne qui est allongée ou assise lors de son hospitalisation pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, va perdre du muscle. Cette fonte de masse musculaire, elle va avoir un impact sur les régions tendineuses, articulaires, voire osseuses. Et nous, on a un intérêt à enrayer ce mécanisme par le biais de la mobilisation. Au niveau des troubles respiratoires, c'est un peu la même optique. Une personne qui se mobilise moins, elle s'essouffle plus vite. On parle d'un essoufflement qui est précoce, qui devient chronique rapidement. Ça peut être associé à du stress. Une personne qui respire mal, elle dort moins bien, elle est stressée plus rapidement. Et puis derrière, on a ce mécanisme qui arrive de façon mécanique, mais on a une plus faible résistance à l'effort qui s'instaure. De manière globale, on a une fatigabilité qui va se développer. Cette fatigabilité, elle est aussi chronique et précoce, tout comme les troubles respiratoires. Donc, elle est liée à l'asthénie, elle est liée au manque de récupération, à la baisse de qualité de vie. Et si on reprend certaines études ou certains sondages qui ont été faits sur de nombreux patients, on se rend compte que c'est cette fatigabilité qui est souvent le plus dégradant sur la qualité de vie des personnes. Donc, nous, on a réellement un intérêt à rendre le patient moins fatigué et plus résistant à l'effort. Finalement, tout ça, c'est un mécanisme et ça va dans le même sens. Donc, les enjeux de l'activité physique adaptée, si vous voulez, ils vont se calquer sur les effets de ce déconditionnement sur le plan physique. Contre la perte de masse musculaire, ce qu'on va rechercher dans un premier temps, c'est une mobilisation articulaire et dans un second temps, une mobilisation musculaire. Alors, je m'explique. Concernant la mobilisation articulaire, il faut savoir qu'une personne qui va être allongée, assise, qui va perdre du muscle, avant de perdre du muscle, elle va se rigidifier sur le plan articulaire. Donc, il y a un réel enjeu et un réel intérêt à la mobiliser, à travailler sur un éveil articulaire qui va être régulier, qui ne va pas prendre énormément de temps, mais qui va permettre d'atténuer ces effets de rigidité. Dans un second temps, on parle de mobilisation musculaire. Alors, je ne fais pas du tout référence, il ne faut pas faire l'amalgame avec la musculation. On n'est pas sur la porte de charge lourde. En revanche, on est sur le fait d'utiliser son muscle, d'utiliser l'amplitude du mouvement, de travailler sur des zones et des régions musculaires pour une raison simple, c'est que il y a certaines zones musculaires qu'on utilise peu ou pas du tout quand on est hospitalisé, par exemple. Je pense aux régions du mollet, au quadriceps. Souvent, on a des personnes qui vont perdre au niveau du grand dorsal, qui vont avoir des petites douleurs au niveau des cervicales, au niveau des lombaires. Et donc, il y a un intérêt à vraiment travailler de façon régulière sur ces zones-là. Au niveau des troubles respiratoires, forcément, on va avoir des exercices qui sont adaptés à la respiration, donc qui vont avoir pour but d'optimiser l'oxygénation de la personne, d'optimiser sa récupération et donc sa résistance à l'effort. Je prends un exemple qui peut aussi avoir un intérêt sur le plan respiratoire. Une personne qui va avoir une mucite, elle a un intérêt à pouvoir trouver une alternative sur le plan respiratoire. Donc, il y a des exercices qui vont permettre d'apporter un confort à la personne.
Donc, il y a aussi des exercices en créneau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement des exercices qui vont s'entrecouper et d'un temps d'exercice et d'un temps de récupération. Donc, concrètement, on va alterner entre exercices avec une certaine intensité, toujours modérée, et un temps de récupération. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, les personnes ne prennent pas assez conscience que c'est ce temps de récupération qui va être tout aussi important que le temps d'exercice. Donc, nous, on prend autant de temps, voire plus de temps à travailler sur la récupération de la personne que sur l'exercice en lui-même. Parce qu'on sait que sur des gestes de la vie quotidienne, comme monter des escaliers, souvent, ce qui va être le plus dur, c'est de monter les tâches supérieures. C'est l'entre-deux. Donc, il y a un vrai intérêt à ça. On parlait de la fatigabilité. On cherche à travers l'activité adaptée de développer la résistance à l'effort. Et pour ça, on va travailler sur une intensité qui est fractionnée. Donc, l'intensité, on va la calquer sur l'état de la personne, sur son parcours de soins, sur sa capacité de résistance. Et on va travailler de façon fractionnée, de sorte à ce que si elle est dans un état le permettant, on va intensifier l'exercice, alors toujours sur un temps très court, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on va diminuer le temps de récupération et accentuer le nombre de répétitions, par exemple, sur un exercice. Et si elle est dans le creux de la vague, entre guillemets, on va faire l'inverse. On va augmenter les temps de récupération et on va diminuer les répétitions pendant l'exercice. Alors, sur la slide suivante. Les critères d'efficacité, quand on parle d'activité physique adaptée, c'est les suivants. Pour qu'une activité adaptée soit efficace, d'une part, il faut de la régularité. Vous pensez bien que faire de l'activité une fois dans le mois, mis à part l'aspect ludique, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur le plan de son parcours de soins. En revanche, si on a une activité qui peut être régulière, quotidienne, on tire des bénéfices, comme je l'ai dit avant, sur les différents axes qui vont conduire à des conditionnements physiques. Donc, on enraye la machine. Au niveau de l'intensité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne fais pas référence à plus on fait de l'exercice, plus on monte en intensité, plus on monte en puissance, mieux c'est. Au contraire, là, on parle d'une intensité qui est modérée. Si on devait représenter ce parcours de soins par une image, par une courbe, ça serait une courbe qui est sinusoïdale. Donc, on a une espèce de parcours en dents de scie où on a des moments où physiquement, on est un peu mieux et le jour d'après, on est beaucoup moins bien. Et ainsi de suite. Et c'est en fait cette gestion de son état qui n'est jamais stationnaire, ça n'existe pas un état stationnaire, mais qui va être difficile à gérer. Donc pour nous, les professionnels à pas, le premier objectif, c'est de pouvoir cibler et comprendre à quel degré on se trouve à l'instant T, est-ce que la personne est en capacité de faire ces exercices et de quelle manière. Et puis derrière, permettre à la personne finalement de diminuer en fait ses zones d'oscillation et de la rendre plus résistante à l'effort. Donc pour ça, les précautions qu'on prend, c'est une activité qui va se dérouler en petits groupes, généralement, pour vraiment permettre de travailler de façon adaptée, comme le veut l'AED des APA, de travailler à tour de rôle, et ça permet d'avoir une connaissance du patient, une écoute, et vraiment d'adapter et d'optimiser au mieux l'exercice au moment où on le fait. Donc le mode d'action à Strasbourg, depuis 5 ans, on évolue de la manière suivante. On a un premier axe où on travaille sur des séances qui se font en chambre, qui vont être individualisées. Donc, on a des séances qui vont se dérouler sur un petit périmètre. Donc, on adapte le mouvement. Souvent, c'est des exercices de mobilisation articulaire et musculaire, comme on l'a vu avant, avec les objectifs et la plus-value que ça apporte. Et on va pouvoir adapter l'exercice sur différentes positions. On a des personnes, on le sait, qui vont avoir du mal à se positionner debout, donc on va avoir des exercices qui vont se faire assis, des exercices qui vont pouvoir se faire coucher, et quand bien même des exercices debout. Donc vraiment, l'idée, c'est de trouver une alternative pour chaque patient. Ensuite, on a les séances qu'on développe de façon collective. Donc là, bien évidemment, on va pouvoir développer des activités un petit peu plus ludiques avec de l'activité de boxe, j'y reviendrai sur la prochaine slide, donc la boxe adaptée. Et le but étant de ne pas uniquement se figer sur le côté physique, mais aussi aborder le côté psychologique, le côté social, et on verra que ça a pas mal d'intérêt et ça marche vraiment bien. Depuis peu, il y a eu le Covid, on a dû aussi s'adapter. Les séances collectives, pensez bien qu'on ne peut plus les développer, donc du moins c'est en suspens. Et on a développé du coup des séances par visio. Alors qu'est-ce que c'est? Ça se cale un peu sur le même principe que les séances en chambre. Simplement, c'est par le biais de la visioconférence, entre guillemets, de la visio, et on va pouvoir développer des exercices
en fonction de l'espace, du matériel, mais surtout de l'état de la personne et de son parcours de soins. Donc ça, c'est les 3 mécanismes qu'on exploite. Je voulais vous parler de l'exemple de la boxe adaptée. La boxe, pour moi, c'est une activité qui tire beaucoup d'intérêt. Alors, c'est une activité que je maîtrise bien parce que j'ai été sportif de haut niveau sur cette activité-là. C'est une activité qui va être complète, qui va solliciter aussi bien le haut du corps que le bas du corps, mais différentes dynamiques qui vont être intéressantes à travailler dans un parcours de soins comme le myélome. Alors, je vais m'expliquer. D'une part, on va pouvoir travailler sur l'amplitude du mouvement. D'autre part, on va pouvoir travailler sur, et on l'évoquait avant avec la neuropathie, tout ce qui est mécanisme de proprioception, tout ce qui est mécanisme où on va pouvoir travailler sur la sensibilité. Donc, ça, c'est très important et très intéressant pour les patients. Et Philippe Box, vous le voyez sur ces images, ne dit pas contact forcément. Donc, on va maîtriser le contact, on va travailler sur de la touche, on va vraiment travailler sur des mécanismes musculaires. Et comme vous pouvez voir sur les photos, nous, on développe des séances pour des personnes qui sont en cours de chimiothérapie. Donc, on adapte la séance. Une question qui peut revenir souvent, c'est combien de temps, comment je fais? On part sur de la micro-séance. On a des séances qui vont durer 15 à 20 minutes maximum et on va solliciter la personne pendant 12 minutes. Mais ça va avoir un intérêt sur le plan physique, psychologique et social énorme. Donc, l'impact, il est là. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est rester vraiment sur cette petite jauge pour tirer vraiment le maximum de bénéfices et pas fatiguer davantage la personne. Donc, pour ceux qui pourraient se demander, bon, je fais du sport, mais pendant combien de temps? Forcément, l'idée, c'est pas de faire des séances d'1 heure ou plus. Ça n'a aucun intérêt. L'optique et la dynamique dans laquelle on cible l'activité, entre guillemets, c'est l'amélioration de la résistance à l'effort. On va essayer de faciliter les gestes du quotidien et on va essayer d'optimiser de manière générale la qualité de vie de la personne. Je voulais vous faire une petite slide pour vous montrer en fait concrètement à quoi peut servir l'activité de boxe adaptée quand on se cale sur les 3 mécanismes qu'on retrouve sur le déconditionnement général. Si on prend le plan physique, c'est une activité qui va permettre de lutter contre les effets secondaires indésirables liés à la maladie et au traitement. J'ai évoqué avant les mécanismes liés à la proprioception, mais je pourrais parler aussi de la perte d'équilibre. Donc, retravailler sur l'équilibre, c'est super important. Travailler sur l'amplitude du mouvement, travailler sur la respiration, travailler sur la récupération, améliorer la résistance à l'effort, lutter contre la fatigabilité. Ça, c'est vraiment le créneau, le fer de lance. C'est ce qu'on va chercher à travailler, à résoudre. Au niveau psychologique, c'est une activité qui va bien évidemment valoriser la personne, lui permettre de reprendre conscience, lui permettre de lutter contre le stress, contre l'anxiété. C'est une activité qui est un vrai exutoire. Donc, qui va permettre de décharger sa colère, sa tristesse, son angoisse. Donc, ça dépend des personnes. Pour certains, c'est vraiment une activité qui va permettre de passer à autre chose. Et je ne l'ai pas mis dans la slide, mais forcément, vous imaginez, c'est une activité qui a une force symbolique. C'est quand même du combat. Donc, il y a ce côté, on combat la maladie. Et des fois, on ne le ressent pas tout de suite. Mais sur le long terme, c'est vraiment intéressant et ça fait beaucoup de bien, en tout cas à nos patients. Au niveau social, c'est une activité qui va passer du statut de malade à celui de sportif le temps d'une séance. Et chose plus intéressante, quand on a l'occasion de le faire en collectif, en fait, ça va créer du lien. Concrètement, on a des personnes qui ne se connaissaient pas, qui étaient d'une chambre, d'un bout du couloir à l'autre bout du couloir et qui vont se rencontrer, qui vont pouvoir parler, aller à la cafétéria ensemble et au final, ils prennent du plaisir à se rejoindre le temps d'une séance de boxe. Et ça, c'est ce qu'on cherche à développer. C'est vraiment de l'humain. En conclusion, ce que j'aimerais vous faire comprendre, en dehors de tous les éléments que j'ai évoqués, c'est que une activité adaptée pendant un parcours de soins, c'est créer une passerelle entre la sphère hospitalière et le retour à la vie active. Alors, quand je parle de vie active, comme j'ai dit avant, ça peut être pour une personne qui est retraitée, retrouver le chemin de la maison. Souvent, on en a beaucoup qui ont juste un objectif et pas des moindres, c'est travailler dans leur jardin, sur leur bricolage, sur plein de choses. Pour un étudiant, forcément, ça va être retrouver le chemin de l'école. Et pour des sportifs, pareil. Maintenant, on a des gens qui aussi veulent reprendre le travail. Et pour eux, on leur dit, il n'y a pas de souci. Ça passe par un parcours de soins, ça passe aussi par de l'activité physique. Parce que si vous voulez, si vous vous permettez pas d'optimiser et de vous conditionner à l'effort, la marche, elle est plus importante.
après le parcours de soins. Et c'est à ça qu'il faut penser. Et même si on a des blocs entre les hospitalisations ou autres, on est vraiment dans une dynamique où on cherche à conditionner la personne. Donc, créer cette petite passerelle. Lutter contre la sédentarité, je le disais avant, mais c'est vraiment un objectif parce que ça va permettre pour beaucoup d'éviter d'avoir des pathologies associées. Et l'asthme, le diabète, l'obésité, on le sait, ça existe. Et souvent, c'est des personnes qui en amont ont eu un parcours de soins et qui développent ces pathologies derrière. Et on n'en a pas parlé, mais je terminerai avec ça. L'activité physique, au-delà du plan physique, c'est aussi travailler sur le mental. Et l'isolement social, c'est une chose. L'anxiété, c'en est une autre. La dépression, ça fait partie du parcours de soins. Et bon nombre de sondages le montrent. On a beaucoup de personnes qui, malheureusement, tombent dans la dépression. Souvent, je ne veux pas parler de médicaments, mais sur le plan thérapeutique, l'activité physique, c'est savoir se raccrocher à autre chose que son parcours de soins et c'est rentrer dans une autre dynamique. Donc, pour faire le parallèle avec ce que disait Madame Zontag, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui n'étaient pas sportifs du tout à la base et qui ressortent de là et qui franchissent ce parcours de soins et qui finalement vont devenir sportifs et s'inscrire dans un club ou autre. Et le sport va occuper une grosse place dans leur vie. Donc voilà, si j'ai pu en tout cas vous donner des informations que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir, c'est un plaisir et je prendrai du plaisir à répondre à vos questions. Merci. Merci Thibaut. Alors je vais me faire l'interprète d'un certain nombre d'entre vous qui ont posé des questions. Alors la première question, c'est qui fait les bilans d'évaluation? Docteur Sontag. Oui. Alors je pense que le bilan d'évaluation, il n'y a pas de règles définies. Le premier interlocuteur, ça doit être l'hématologue. Et le conseil à donner, c'est qu'il y ait au minimum une évaluation par un cardiologue à un moment du parcours de soins. La plupart de nos patients passent à un moment par la case du cardiologue et ensuite le kinésithérapeute. La raison optimale d'envoyer les patients en service de rééducation fonctionnelle, j'ai peur que ça bloque certains de nos patients. Si on peut passer par un service de rééducation fonctionnelle, certes, c'est encore mieux, mais pour certains, il y en a où le service de rééducation fonctionnelle n'est pas disponible et j'aimerais pas que ce soit un frein. Donc, je pense qu'une consultation cardio et une prise en charge par un kinésithérapeute, c'est tout à fait suffisant. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions sur des types de sports. Alors là, je pense que Thibaut va pouvoir peut-être répondre à un certain nombre. Donc, un certain nombre de personnes qui ont demandé s'ils pouvaient continuer l'équitation, l'escrime, s'ils pouvaient faire du golf, s'ils pouvaient faire du jogging. Et puis, ça intéressera le docteur Sontag. Il y en a qui disent mon hématologue m'a déconseillé la piscine. Moi, je vois pas pourquoi. Alors maintenant en période, c'est sûr, mais elles sont fermées les piscines. Mais non, il n'y a pas de contre-indication à faire de la piscine du tout. Et après, enfin, d'un point de vue médical, je laisserai Thibaut répondre, mais d'un point de vue médical, il faut éviter les à-coups. C'est tout. Donc du jogging, si on fait du jogging tranquille et avec une bonne chaussure qui est adaptée, j'ai pas de contre-indication. Mais si c'est en descente, en mode trail, où je risque de tomber, là, c'est pas le bon plan. Mais la plupart de nos patients, ils sont tout à fait conscients de ça. Et je crois que les craintes, elles sont tout autant chez les médecins que chez les patients. Parce qu'au début, quand on a pris en charge ces pathologies, oui, il y avait un risque de fracture énorme. Maintenant, avec les nouveaux traitements, avec les biphosphonates, avec les cimentoplasties, une fois que la maladie, elle est enrayée et qu'on est en traitement d'entretien, c'est possible de faire de l'activité physique. Moi, je racontais que chaque année, je me fais doubler aux 10 km de Strasbourg. Alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait l'année dernière, mais voilà, par un patient qui a un myélome et dont le plaisir, c'est de me doubler à la fin, parce qu'il va plus vite que moi. Donc, je sais à peu près à quel moment il arrive et voilà. Mais pour vous prouver que ce patient, il a été autogreffé, il a eu des chimiothérapies intensives et ensuite, il a repris la course à pied de façon tranquille. Et c'est possible. Bien évidemment, quelqu'un qui a des douleurs, qui a eu des tassements importants et qui ne va pas arriver à faire un footing, il ne faut pas le forcer. Les patients, ils savent ça. Ils savent que ça leur fait mal. Il faut qu'on les écoute plus. Si tu permets, Cécile, je vais rebondir sur ce que tu disais et pour répondre aux questions, dans le prolongement de ce que tu disais, je pense que la première étape, c'est quand même d'avoir
et l'avis de son kiné et l'avis de son hématologue. Maintenant, derrière, en tant que professionnel des activités physiques adaptées, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une activité, si elle est adaptée, on peut la réaliser. Alors, certains ne vont pas avoir la capacité ni la connaissance d'adapter l'activité. Dans ces cas-là, forcément, moi, je les invite à aller vers ce qu'on appelle l'activité adaptée. Dans beaucoup de villes, maintenant, ça se développe. Pour ceux qui ont une activité qu'ils avaient l'habitude de pratiquer, vous me parliez de l'équitation, du golf ou autre, moi, je vais être assez clair sur ça. Je pense que derrière, il y a aussi la façon de faire. C'est sûr que si vous faites de l'équitation, le saut d'obstacle, c'est pas trop conseillé. En revanche, si c'est une petite balade, que vous connaissez bien votre cheval et que vous savez que, entre guillemets, il n'y a pas plus de risque que de descendre un escalator, si vous vous accrochez bien, ben, entre guillemets, vous pouvez le faire. Sur le golf, c'est pareil. Si vous faites je sais plus comment on dit, des swings ou autres à la Tiger Woods et que vous déplacez le bassin, non, c'est pas conseillé. Si maintenant vous avez un geste qui est bien réalisé, vous sécurisez, ça veut dire garder le dos dans l'idéal le plus droit possible pendant le mouvement, éviter une amplitude qui va être incontrôlée. J'ai envie de vous dire, allez-y. C'est évident que je mettrai un petit veto sur les activités où il y a un engin. Alors, je parle souvent des activités où on va avoir un ballon ou autre. Dans un premier temps, pour une raison simple, c'est que tout ce qui ne peut pas être contrôlé, ben, ça peut être vecteur finalement de risque où on va avoir un mouvement incontrôlé, boum, une amplitude où on va trop loin, hop, on peut avoir une petite fragilité ou une petite micro-déchirure ou fissure et ça va vite. Maintenant, si on est sur une activité qu'on contrôle, où on est maître de ses mouvements et maître du temps dans laquelle et l'intensité à laquelle on pratique l'activité, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont encore des doutes, allez voir un spécialiste de l'activité physique adaptée. Pour ceux qui connaissent bien leur activité, eh ben, prenez toutes les précautions d'usage et en amont, bien évidemment, parlez-en à votre hématologue, parlez-en à votre kinésithérapeute, faites un ECG, un électrocardiogramme, et puis toutes ces indications-là, elles vont mener à une chose. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à garder une mobilité que rester inactif. Ça, c'est certain. Après, il y aura toujours des activités qui vont être moins conseillées que d'autres. Il y a toujours des alternatives. Et il n'y a pas qu'un sport, il y en a plein. Et fort heureusement, on trouve toujours son bonheur dans de l'activité ou une autre. Hein, c'est pas un souci. Moi, je crois que au fur et à mesure de mes prescriptions, j'ai aussi remarqué que si je dialogue bien avec les autres correspondants, ça va mieux. Si à un kinésithérapeute, je marque renforcement musculaire, reprise d'une activité physique, c'est pas du tout la même chose que si je lui rajoute fragilité osseuse, antécédent de tassement, myélome. Si c'est marqué sur l'ordonnance, le professionnel en face, il sait qu'il doit faire attention. Et du coup, il adapte. S'il n'y a rien marqué, c'est plus compliqué. Donc, je pense que c'est aussi vraiment un dialogue et un dialogue aussi entre professionnels qu'il faut qu'on encourage. Parce que pour que nos patients puissent refaire une activité physique adaptée, il faut le A. Et pour le A, il faut de l'information. Et donc, voilà, moi, j'ai des kinés qui ont vraiment remis sur pied des patients qui n'arrivaient même plus à marcher par leur énergie, par leur capacité à remettre les gens debout. Je ne sais pas si on a là des photos où on voit, non c'est après, où on voit Thibaut qui fait de l'activité de boxe avec des gens qui sont dans des fauteuils roulants. Moi, la première fois que Thibaut est venu dans le service, quand il m'a parlé de boxe, je dis non mais là chez moi les gens ils n'ont pas de globules blancs, ils n'ont pas de plaquettes, les myélomes ils ont une fragilité osseuse, jamais on n'arrivera. Je crois que l'exposé qu'a fait Thibaut, c'est simplement, ça doit être le reflet que cette activité physique-là, la boxe, elle était complètement contre-indiquée et pourtant, si on l'adapte, elle est possible. Donc, pour moi, elle a été comme un défi, comme une ouverture des yeux de se rendre compte que même une activité physique que je pensais complètement inadaptée, eh bien, quand elle est adaptée par un professionnel qui sait faire, elle rend extrêmement service, elle remet sur les rails, elle redonne le sourire aux patients. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a vécu au service, c'est qu'on a vu des patients se relever, sourire, envoyer des photos avec leur gants de boxe. C'était autre chose que d'envoyer des photos avec la barquette de l'hôpital qui est pas bonne. Et voilà, ça permettait de remettre du rire, de remettre du sourire sur les visages de nos patients en faisant une activité physique qui soit adaptée. Et je crois que c'est réalisable partout, pas forcément de la boxe, mais d'autres activités physiques. À partir du moment où on sait que le patient il a une fragilité osseuse, qu'il a des douleurs, qu'il a une neuropathie, eh bien on va adapter. Et après, il faut que les gens soient formés, mais la plupart des professionnels, quand ils ont les renseignements, ils font attention.
Je crois qu'il ne faut pas non plus, pour certains, parce que j'ai vu les questions, hésiter à changer de kiné si vous trouvez que le kiné ne vous satisfait pas. Il y en a des qui sont plus réceptifs que d'autres à ce que leur disent les malades et à l'état du malade. Donc, clairement, moi, je vois des différences énormes entre des patients qui ont des véritables séances individualisées où le kiné prend du temps et met une énergie folle, et d'autres patients qui vont voir 30 secondes leur kiné, qui branchent un truc et puis qui s'en vont. Pareil pour les coachs sportifs, il y en a qui vont juste donner des conseils, et il y en a d'autres qui vont s'investir. Donc, je crois que dans ces professionnels de l'aide aux santé, il faut trouver les perles pour vraiment se passer les mots. Tout à fait. Merci pour ces réponses. Une autre question aussi qui revient assez souvent, c'est la durée de l'exercice. C'est-à-dire, donc vous avez parlé d'exercice journalier. Alors, quelle durée? Donc, il y a quelqu'un, entre autres, qui disait j'en fais 20 minutes par semaine. Donc, je pense que ça mérite quelques précisions. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense que c'est vraiment une question centrale dans l'activité adaptée, c'est l'intensité et bien évidemment la durée d'activité. Donc après, pour la personne qui fait 20 minutes par semaine, c'est déjà mieux que rien. Maintenant, l'idée, forcément, ça va être de partir sur plus de régularité. Moi, ce que je préconise, c'est des micro-séances. C'est ce que j'appelle des séances de 15 à 20 minutes. Parce que si vous faites ça, en fait, vous garantissez la possibilité d'être plus régulier finalement et d'avoir les bénéfices sur le long terme. Je crains que pour les personnes qui vont un peu, entre guillemets, partir sur des séances trop importantes, ça va être bien au début, et puis après, on va se fatiguer, et puis ensuite, on va plus le faire. Donc ça, c'est le premier axe. Après, la deuxième chose, comme je le disais avant, il y a la pathologie, il y a les traitements. Et tout ça, ça induit une fatigabilité. Hein. On ne l'invente pas. Donc, le vrai enjeu, c'est de faire de l'activité sans se fatiguer davantage. Et pour ça, moi, je préconise des séances d'une vingtaine de minutes. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du vélo et qui disent oui, mais moi, je tiens 30, 40 minutes sans problème. Je leur dis, écoutez, faites 20 minutes et compartimentez. Faites des petites séances où vous faites 5 minutes sur ce créneau-là, cette intensité, ainsi de suite, mais au moins, vous pouvez le faire régulièrement. Après, il y a une chose qui est aussi à prendre en compte, c'est que chaque personne est différente, chaque parcours de soins est différent. Vous avez des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Donc, l'erreur, ça serait de dire, il y a un chiffrage, il y a une recette, c'est pas le cas. C'est évolutif et c'est en fonction de l'état de la personne. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est déjà de bien se connaître, de connaître son corps, de connaître les effets des traitements et du parcours de soins sur son corps, et en fonction, adapter une activité et la rendre finalement positive. Donc, je sais que pour certains, ça ne veut rien dire parce qu'ils ont ni la capacité de faire une activité, ni la capacité de comprendre les effets que ça leur fait. Je l'entends bien. Et pour ça, je les renvoie vers des professionnels qui vont pouvoir au moins les orienter et leur donner les bons mécanismes. Mais en soi, non, pas d'activité qui va dépasser l'heure, c'est certain. Et des micro-séances, c'est l'idéal. Voilà. Merci. Alors, il y a aussi des questions sur quelle activité pour les personnes ayant des lésions osseuses et quel exercice pendant les périodes de sédentarité forcée. Moi, concrètement, je vais y aller en palier. Les activités les moins, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais à risque, et ça existe depuis longtemps, c'est ce qu'on appelait les activités douces. Les activités de type yoga, gymnastique douce, ce qui est super intéressant. Donc, pour des personnes qui sont sur un début d'activité ou qui ont des problématiques au niveau osseux assez importantes, moi, je les invite à pratiquer des mouvements qui vont être doux, des amplitudes qui vont être raisonnables, et commencer par ça. Après, il y a aussi un mécanisme qui tend à dire que si vous allez sur des activités où il y a une intensité qui est un peu plus haute, donc ça peut être sur le plan respiratoire, ça peut être sur le plan de la motricité, forcément, vous allez tirer d'autres bénéfices. Alors, je pense que c'est comme ce que je disais avant, c'est en fonction de chacun.
Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à se mobiliser et pour ces personnes, je pense que c'est plus intéressant de partir sur une dynamique où on va pouvoir travailler sur la posture, sur peut-être du yoga, sur peut-être des activités de gymnastique douce. Et pour d'autres, bah, on a besoin de décharger aussi un peu plus. Et je leur dis, c'est possible. C'est possible. C'est pas la pathologie qui va vous empêcher de faire une activité, justement, boxe ou de faire du cheval. Maintenant, c'est la manière dont vous le faites qui va sécuriser l'activité. Et sécuriser l'activité, c'est le mot d'ordre. On sécurise, on fait de l'activité et on en tire des bénéfices. C'est tout. Et si en plus de ça, en plus de l'aspect ludique, bah, on peut améliorer son parcours de soins en atténuant les effets des traitements et de la maladie, moi je dis pourquoi pas. Hein. On le prend. Hein. Faut pas hésiter. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur Sontag? Je crois que tu as le micro coupé, Cécile. Tu as le micro coupé. Non, je disais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il faut clairement se connaître et puis savoir quelle activité on va pouvoir répéter régulièrement. Il faut pas hésiter non plus à varier. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, à partir de maintenant, je vais faire du vélo d'appartement 20 minutes tous les jours, quoi qu'il fasse, au bout d'un moment, les gens vont se lasser. Donc, il faut pas oublier d'alterner, de passer aussi, de sortir aussi, aller marcher, c'est simplement ça. Il y a des gens, moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, bah, aujourd'hui, j'ai fait le tour du pâté de maison et c'était une victoire parce que j'avais plus fait ça depuis très longtemps. Mais bravo. Et ces mêmes patients, 2 mois plus tard, ils reviennent et ils me disent, bah, j'arrive maintenant à aller un peu plus loin et encore un peu plus loin. Il y a des gens qui notent le nombre de pas qu'ils font maintenant avec les applications qui sont sur les téléphones ou sur les montres et qui voient leur progression. C'est aussi quelque chose qui encourage. Quand on voit qu'on a fait un nombre de pas plus important, eh bien, on est encouragé à poursuivre et c'est quelque chose qui peut aussi nous servir de base, de guidelines pour essayer d'avancer. Mais je crois qu'il faut qu'on passe une étape à la crainte. Moi, j'ai encore des patients qui me racontaient que leur mari ou leur épouse avait mis sous clé le vélo d'appartement parce qu'il fallait plus qu'il y touche, parce qu'il fallait plus bouger. Ça, c'est vrai quand on a mal et les gens vont pas être fous, ils vont pas bouger quand ils ont des douleurs horribles. Mais une fois qu'ils vont mieux, il faut qu'on les encourage à garder du muscle. Parce que plus on garde du muscle, plus on se redresse, moins on risque aussi de faire des complications liées à nos traitements. Donc, clairement, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, je crois qu'on a encore un sondage, Monsieur Taureau, non? Non, les trois sont… Là, sur celui-là, vous voyez, on n'a pas fait le troisième. Ah, bon, c'est de ma faute. Combien d'entre vous aimeraient pratiquer une activité physique adaptée avec l'accompagnement d'un coach spécialisé? Donc ça, c'est pour voir si on vous a convaincu, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, pendant que vous répondez, j'ai encore 2 questions. Ouais. Alors, où trouver des structures proposant de l'APA? Alors, il y a des gens qui ont déjà donné des réponses dans le chat questions, mais pour que tout le monde en profite, je pense que ça serait bien que vous le précisiez. Donc, déjà, où trouver des structures proposant une activité physique adaptée? Après, je pense que c'est ça qui est difficile parce que le tissu d'activité physique proposé bouge. C'est-à-dire qu'au début, on avait essayé de faire un flyer, vous voyez, avec un listing. Mais en fait, 3 mois plus tard, il y en avait une qui avait disparu, il y en avait une autre qui s'était créée. Après, il y a les sites. Mais c'est vrai que je suis incapable de donner, même sur Strasbourg, un site où sont répertoriées toutes les activités physiques adaptées possibles. Ça va venir et j'espère que ça viendra rapidement. Mais pour l'instant, c'est souvent quelque chose de fluctuant. Donc, je pense que les médecins généralistes, les coachs sportifs et les kinés sont quand même les 3 référents qui peuvent orienter les patients vers une prise en charge adaptée. Le rééducateur fonctionnel, il est plus difficile à atteindre, mais quand il est là, il est vraiment génial. Parce que lui, il fait un check-up de départ, un check-up de fin, et il connaît aussi les possibilités d'aller vers les activités physiques adaptées. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Thibaut, par rapport à ça? Ouais, moi je pense qu'après, bon, il y a plein de choses qui existent. Et tu l'as dit à un moment, le problème souvent, c'est l'information. Elle a du mal à passer. Il faut prendre en considération le fait que forcément, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ça change. Ça, c'est une certitude. Il y a des régions qui sont beaucoup plus sensibles et qui sont beaucoup plus actives, où tu as la chance d'avoir des mécanismes qui sont déjà mis en place sur la ville, comme c'est le cas à Strasbourg.
Maintenant, moi, ce que j'invite souvent les patients à faire, c'est essayer de voir avec la mairie s'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Et quand bien même la mairie n'est pas informée, essayer d'appeler l'université, parce qu'il y en a quand même une assez à proximité de chaque ville, et de voir s'il y a un dispositif et s'il y a comment dire, une section où il y a des étudiants qui font de l'activité adaptée. Pourquoi? Parce que souvent, ces étudiants, ils sont dans des structures, ils sont en stage, et eux, ils pourront vous répondre. Ou la structure universitaire, elle pourra vous répondre et vous dire oui, il y a des choses qui sont faites. Et des fois, c'est vrai que le problème qu'on a sur le terrain, c'est que l'information, elle passe pas de la structure au patient, elle passe pas du médecin au patient. Et ça, c'est un vrai travail. Ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, on est dans une situation assez complexe avec le Covid. Nous, on en est sur de la réactivité à très court terme avec de la visio. Mais comme le disait Cécile, on a des structures qui ouvrent en début d'année, qui ferment l'année d'après. Ça dépend du tissu vraiment associatif, hospitalier et j'allais dire au niveau des fois de votre ville. Maintenant, si vous voulez chercher un professionnel à part, sachez qu'il y en a dans toute la France et ils sont motivés, ils sont formés, ils sont diplômés et il ne faut pas des fois hésiter malheureusement à aller chercher ou gratter un peu et si c'est pas le kiné, c'est le médecin. Et si c'est pas le médecin, c'est votre mairie. Si c'est pas votre mairie, c'est l'université du coin qui vous donnera les réponses. Alors, je peux peut-être compléter, c'est-à-dire il y a selon la situation géographique, il y a des structures qui existent. Il y a Sport pour tous qui existe, qui liste les clubs qui ont des moniteurs d'activité physique. Vous avez aussi en Île-de-France la CAMI, vous avez Ciel Bleu, Ciel ça s'écrit avec un S. Et puis vous pouvez vous adresser aussi à la Ligue contre le cancer. Eux aussi ont d'abord, ils proposent de l'activité physique adaptée, mais aussi ils peuvent vous indiquer des structures qui en proposent. Voilà. Autre question, alors parce que je crois qu'il y a une confusion j'ai vu dans les questions, quand on parle de sport sur ordonnance, certaines personnes pensent que c'est pris en charge par la CPAM. Alors, C'est le cas dans certaines villes, hein, clairement. C'est le cas, oui. Alors, pas l'abonnement à la salle de sport, ça non. Voilà. Mais voilà, vous n'allez pas pouvoir faire passer. Mais il y a certaines structures qui ont vraiment des APA avec une prise en charge par la sécurité sociale. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est une partie de la prise en charge, mais il y a quand même la sécurité sociale se rend compte que faire de l'activité physique adaptée, c'est quelque chose de bénéfique pour le patient. Donc le sport sur ordonnance, malheureusement, c'est pas disponible sur toutes les villes, mais c'est vrai que sur Strasbourg, c'est déjà disponible dans certains temps. Alors ça a été complètement bouleversé avec le Covid, mais il y avait quand même plusieurs voies de possibilités de faire une activité physique qui est prise en charge par des professionnels, que ce soit dans des salles de sport avec des coachs, que ce soit par des kinésithérapeutes qui font une véritable rééducation au sport et par des coachs sportifs. Et si tu permets que je rebondisse, donc forcément, bien sûr, il y a la zone géographique qui va jouer dans ce sens. Le sport sur ordonnance, forcément, ça existe. C'est des textes de loi qui ont été développés, qui ont été mis en place pour permettre d'avoir cette accessibilité à une activité adaptée et un remboursement dans certains cas et sur certaines pathologies. Le myélome en fait partie, bien évidemment. Maintenant, je pense que c'est un terreau qui est encore en construction. Néanmoins, je vais prendre l'exemple de nous à Strasbourg. On n'en a pas parlé, mais la plupart des activités qu'on développe, elles sont financées par une association qui s'appelle Alsace contre le cancer. C'est juste en bas justement de la Diablo. C'est une association qui finance mes interventions à l'hôpital, qui finance bien d'autres activités et du matériel. Donc des fois, il y a aussi ce tissu associatif qui permet dans certaines régions, dans certaines villes, de créer et de l'activité et du lien. Et moi, je le dis parce que il y a beaucoup de patients qui, malheureusement, des fois, ils vont pas toquer à la bonne porte ou ils vont s'en tenir aux propos de quelqu'un qui est mal informé et ils vont louper, par exemple, un petit cours de pilates où il y a plusieurs personnes qui ont une pathologie similaire. Et c'est dommage parce qu'en dehors de l'activité, il y a du lien qui se crée. Il y a des choses qui peuvent être des enjeux qui, selon moi, peuvent changer clairement le parcours de soins d'une personne. Donc, je voudrais pas renvoyer les personnes vers
le fait de leur dire débrouillez-vous, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que des fois, dans ce souci d'organisation, dans ce souci d'information, il faut essayer de faire la part du chemin parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Merci. Donc, on se dirige tout doucement vers la fin de cette webconf. Alors, je vais vous donner les résultats des 3 sondages. Le premier, avez-vous une activité physique adaptée régulière? Donc, 70% oui, 30% non. Avez-vous discuté de l'activité physique adaptée avec votre médecin? 53% non. Donc, il y a du travail à faire du côté médical. Et aimeriez-vous pratiquer une activité physique adaptée avec l'accompagnement d'un coach spécialisé? Alors là, Thibaut, vous allez avoir des inscriptions, 85% oui. Donc, ce qui montre bien que, effectivement, mais il faut chercher. Il n'y a pas de réponse uniforme sur tout le territoire, c'est clair. Mais il y a des solutions qui existent dans certains hôpitaux même. Il y a certains services qui proposent au moins un départ, une activité physique adaptée. Après, il faut le pérenniser autrement, mais ça existe. Donc, renseignez-vous. Voilà. Donc, petite information, nous avons été à un moment donné 208 connectés. Bon, là, ça a commencé à baisser, mais on a quand même eu plus de 200 connectés pendant pratiquement toute la durée de la webconf. Donc, merci à tous. Donc, et merci à nos intervenants. Merci. Et à votre disponibilité, parce que il faut savoir que le docteur Sontag s'est rendu disponible parce qu'elle est normalement d'astreinte. C'est bon, j'ai filé le bip. Voilà. Voilà. Merci à tous les deux. Merci si on a pu un peu encourager les patients à essayer de se lancer vers une activité physique adaptée, à les rassurer et puis simplement je pense à remettre de l'espoir dans le fait de c'est possible. Je crois que vraiment le parcours de Thibaut, quand il est venu me voir avec ses gants de boxe, je me suis dit mais jamais de la vie on va arriver à faire ça. Et grâce aux associations de patients et grâce aux patients eux-mêmes, finalement, ça s'est monté. Quand il y a eu le Covid, on a trouvé d'autres façons de faire. Là, vous voyez la photo d'une patiente qui était en pleurs une demi-heure avant l'arrivée de Thibaut. Et vous voyez le sourire magnifique qu'elle avait. C'est une jeune femme qui était en cours de chimiothérapie, coincée dans sa chambre le jour de son anniversaire. Et voilà, avec 2 gants de boxe et puis une tablette, on a réussi à lui rendre le sourire. Donc, c'est quelque chose de possible. Et je pense que si on peut vous encourager à en parler à votre médecin, à demander une ordonnance où il est précisé votre pathologie pour que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est capable de vous aider, de faire une évaluation chez un cardiologue ou un rééducateur fonctionnel en fonction de votre état de santé pour pouvoir faire une activité physique avec un A, c'est-à-dire adapté. Sachez qu'il y a des professionnels qui sont là, que ce soit les coachs de santé ou les kinésithérapeutes. Lorsqu'on leur demande de faire une réadaptation à l'effort, un travail de la proprioception, c'est quelque chose qui est utile et qui est faisable. Donc vraiment, c'est vous encourager à aller dans ce sens-là. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.